Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une réalité assez étonnante, tirée d'un guide pratique pour construire aux Comores. Tenez-vous bien, selon l'auteur, Islam A. Saïd, qui est ingénieur architecte, avec presque 30 ans d'expérience, Mhm. eh bien, construire sa maison là-bas, ça prend souvent 20 à 30 ans. Ah oui, 20 à 30 ans, c'est énorme comme délai. C'est énorme. Et ce guide, il est né de son parcours à lui, d'une enfance dans des conditions pas faciles, puis des études au Danemark. Et son retour au pays pour améliorer l'habitat, c'est vraiment pour aider les bâtisseurs, surtout en Grande Comore. Tout à fait. Et notre but aujourd'hui, c'est un peu d'explorer les conseils clés et surtout les gros défis que ce guide soulève. Il insiste beaucoup sur comprendre le contexte local, la gestion du temps, du budget bien sûr, éviter les pièges classiques D'accord. et puis naviguer dans l'administratif qui peut être, on va dire, un peu complexe. L'idée, c'est d'offrir une perspective informée pour ceux qui envisagent un projet là-bas. Alors allons-y. Premier gros morceau, la préparation initiale et le foncier. Le terrain, quoi. Le guide est très clair, tout commence avant le premier coup de pelle. Hmm. Il faut absolument passer par des professionnels locaux, un géomètre, un notaire pour l'enregistrement, et attention, détail intéressant, pour un terrain hérité, il faut réunir 7 témoins pour l'acte notarié. 7 témoins. Voilà, ça illustre bien la complexité dont on parlait, administrative, mais aussi sociale en fait. Faut pas sous-estimer ça. Absolument. Et après ça, il faut obtenir le titre foncier, ce document officiel qui est souvent demandé pour les prêts bancaires. Un conseil très pratique du guide, clôturer son terrain, rapidement. Ah oui. Pourquoi donc? Même pour éviter les disputes de voisinage, qui sont apparemment assez fréquentes. Mais le guide alerte aussi sur attention aux administrations. Il peut y avoir de l'incompétence, voire de la corruption. Donc une bonne préparation en amont, c'est vraiment la clé. Et ça nous mène directement au deuxième défi majeur, le budget et les délais. Forcément, ces 20-30 ans, ça vient souvent d'un budget au départ qui est, pas réaliste du tout. Pas réaliste. C'est-à-dire. Ben, le guide donne un exemple frappant. Quelqu'un qui commence son projet avec 10 000 euros, alors qu'au final, ça va en coûter peut-être 100 000. C'est la recette parfaite pour un chantier qui s'éternise. Ah oui, je vois. Sans donner de chiffres précis qui peuvent varier, il faut juste retenir que le coût au mètre carré, rien que pour la structure, le gros œuvre, comme on dit, fondation, mur, toit, c'est déjà beaucoup d'argent. Et souvent, on sous-évalue complètement ce coût initial. Mais alors, comment on fait pour établir un budget fiable dans ce contexte? C'est possible? Le guide donne des pistes, oui. D'abord, évitez de voir trop grand. Mieux vaut commencer petit, quitte à agrandir plus tard. Ensuite, évitez les éléments très chers au début, genre multiplier les terrasses en béton armé. Et surtout, prévoir une marge pour les imprévus. Une marge de combien à peu près? Il parle de 10 à 15%. C'est indispensable pour faire face aux aléas. D'accord. Troisième point important abordé par le guide. La conception, l'adaptation au site et le confort. Là aussi, il y a des pièges. Une simple esquisse, ça ne suffit pas. Non, il faut aller plus loin. Oui, le guide insiste sur des études techniques complètes. La structure, l'électricité, la plomberie, parfois même une étude de sol. Et tout ça avant de commencer? Pour éviter les surcoûts après? Il faut aussi bien analyser le site, le relief, le type de sol, comment gérer l'eau, est-ce que les camions peuvent accéder, des aspects très concrets en somme, Très concret. Et un point souvent négligé, c'est l'orientation de la maison. pour le confort. Il prévient, des chambres orientées plein ouest, ça peut devenir des fournaises. Il faut penser à la ventilation naturelle. Logique sous ces latitudes. Et puis les toits en béton qui sont courants là-bas. Ils absorbent la chaleur, ils ne sont pas étanches naturellement, il faut un traitement spécial, une pente minimale d'environ 2%, et attention, autre risque, si on laisse une dalle béton à l'air libre pendant des années avant de construire dessus, oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau sans filtre, ça fait rouiller les aciers à l'intérieur et ça fragilise toute la structure, surtout avec l'air marin salé qui accélère la corrosion. Ah oui, c'est un risque technique important, ça montre bien l'importance de ne pas laisser un chantier à moitié fini trop longtemps. Exactement. On arrive au quatrième défi. Le chantier lui-même, la main-d'œuvre et, voilà, la culture locale. Oui, alors sur les permis et les normes, le guide dit qu'il existe bien des règles, mais leur application est assez aléatoire. D'où l'intérêt d'avoir un architecte qui connaît bien le terrain, les usages, Et un problème très terre-à-terre. le vol sur chantier.
C'est apparemment tellement courant que ça a un nom local, Mandru Hiba Vekua Zidu Haidu. Ça veut dire en gros celui qui vole sur le chantier. Incroyable. Le guide recommande de prévoir une surveillance de confiance et même de budgéter les pertes. Il part de 10 à 15%, voire plus si on ne le surveille pas. L'auteur raconte lui-même s'être fait voler du ciment par son propre logisticien. Budgéter le vol. C'est assez parlant comme difficulté. Oui, c'est révélateur. Et ça se combine avec un autre problème, l'amateurisme. Il y a un manque de professionnels vraiment qualifiés, beaucoup sont partis à l'étranger. Du coup, les standards sont variables. C'est difficile de trouver un bon maçon, par exemple. Souvent, les défauts sont juste cachés sous l'enduit, plutôt que corrigés. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est le lien que fait l'auteur avec la culture. Il suggère que le respect social aux Comores serait moins lié aux compétences professionnelles qu'à l'origine familiale, au village. Ah oui, et ça aurait un impact. Bah oui, ça découragerait la recherche de l'excellence dans son métier. Son analogie est forte. C'est comme être un joueur pro dans une équipe d'amateurs sur un mauvais terrain. Cette dévalorisation de la compétence pourrait expliquer une partie des difficultés rencontrées sur les chantiers. Bon, si on résume, ce guide met vraiment l'accent sur une planification hyper rigoureuse, le foncier doit être clair, le budget réaliste, la conception technique bien pensée. Il faut aussi gérer ses attentes sur les délais, les coûts. Mhm. Et surtout, être conscient et anticiper les défis très spécifiques au contexte comorien. L'administration, la qualification de la main-d'œuvre et même ce problème de vol quasi institutionnalisé. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une réflexion que m'inspire cette lecture. Au-delà de tous les aspects techniques, réussir un projet de construction aux Comores, ça semble aussi passer par une compréhension très fine du contexte culturel. Notamment cette idée que le mérite professionnel n'est pas toujours la valeur première. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est Comment est-ce qu'on pourrait intégrer cette dimension culturelle consciemment dès le début d'un projet? Est-ce que ça pourrait changer l'approche et peut-être améliorer les résultats finaux? C'est une piste de réflexion, je crois.